Le brouillard matinal s'accrochait au sommet des Pyrénées, comme un voile argenté, transformant le paysage en une toile impressionniste. Le lieutenant Marc Dubois ajusta ses jumelles et observa la vallée en contrebas, où les premiers rayons du soleil perçaient timidement la brume. À 32 ans, ce militaire originaire de Toulouse avait passé la moitié de sa carrière dans ces montagnes. Mais jamais il n'avait vécu ce qui l'attendait ce matin d'octobre. « Lieutenant, regardez là-bas !» chuchota le sergent Moreau, pointant du doigt une silhouette sombre qui se déplaçait entre les rochers. C'est inhabituel pour un ours de descendre si bas à cette saison. Dubois dirigea ses jumelles vers l'animal. Une femelle ours, brun, imposante, se tenait debout sur ses pattes arrière, scrutant les alentours avec une agitation palpable. Son comportement était étrange. Elle ne cherchait pas de nourriture, ne marquait pas son territoire. Elle semblait attendre quelque chose. Elle a l'air inquiète, murmura le caporal Lefebvre, le plus jeune de l'équipe. Ses 23 ans et son regard curieux en faisaient souvent le premier à remarquer les détails que les autres manquaient. L'ours émit alors un grognement sourd qui résonna dans la vallée, un son qui n'exprimait ni agressivité ni peur, mais quelque chose de plus profond. Dubois avait grandi dans une famille de forestiers et reconnaissait les nuances du langage animal. Ce grognement parlait de détresse, d'urgence. « Nous devons nous rapprocher », décida le lieutenant, rangeant ses jumelles. Mais avec prudence. Un ours inquiet, peut-être imprévisible. L'équipe de 4 hommes descendit la pente rocailleuse avec la précision militaire qui les caractérisait. Chaque pas était calculé, chaque mouvement mesuré. Le vent portait l'odeur de la résine des pins et de la terre humide, mélangée à quelque chose de plus sauvage, l'odeur musquée de l'ours. À 50 mètres de l'animal, Dubois fit signe à ses hommes de s'arrêter. L'ours les avait repérés, mais, contrairement à toute logique naturelle, elle ne fuyait pas. Elle les regardait fixement, puis se dirigeait vers un point précis, revenait vers eux, repartait vers le même endroit. « Sergent Moreau, qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Dubois à voix basse. Pierre Moreau, 45 ans, vétéran de multiples missions en montagne, observait la scène avec ses yeux d'expert. « Elle essaie de nous dire quelque chose, lieutenant. Elle était berger dans ces montagnes. Il disait que les animaux sauvages ne cherchent l'aide des humains que dans des situations désespérées. » L'ours répéta son manège, cette fois en émettant des vocalisations plus douces, presque plaintives. Elle regardait les soldats, puis un amas de rochers à une trentaine de mètres, puis revenait vers eux. « Elle veut qu'on la suive », réalisa Lefebvre, l'excitation perçant dans sa voix malgré ses efforts pour rester professionnel. Dubois sentit son cœur s'accélérer. En 15 ans de service, il avait affronté des situations de combat, des sauvetages en haute montagne, des tempêtes dévastatrices. Mais jamais il n'avait été confronté à un animal sauvage qui semblait implorer son aide. « D'accord », décida-t-il finalement. « Nous la suivons, mais gardez vos distances et restez groupés. Si elle montre le moindre signe d'agressivité, nous nous replions immédiatement. » L'ours, comme si elle avait compris, se dirigea vers l'amas rocheux d'un pas déterminé. Les soldats la suivirent, leurs bottes crissant sur les pierres gelées par la rosée matinale. Le soleil montait dans le ciel, chassant progressivement la brume et révélant la beauté sauvage du paysage pyrénéen. Arrivé près des rochers, l'ours s'arrêta net et poussa un grognement plus fort, plus urgent. Il commença à gratter le sol avec ses puissantes griffes, soulevant des nuages de poussière et de petites pierres.
C'est alors que Dubois l'entendit, un son faible mais distinct qui glaça le sang dans ses veines. Des cris aigus, presque inaudibles, qui provenaient de sous terre. « Mon Dieu !» souffla-t-il, comprenant soudain la situation. « Il y a quelque chose là-dessous. » Le lieutenant Dubois s'agenouilla prudemment près de l'endroit que l'ours leur indiquait, gardant un œil vigilant sur l'animal qui restait étonnamment calme. Les cris s'intensifiaient maintenant qu'ils étaient plus proches. Des gémissements plaintifs qui perçaient l'air matinal comme des appels au secours. « Lefebvre, apportez-moi la lampe torche !» ordonna-t-il d'une voix tendue. Le jeune caporal s'exécuta rapidement et la lumière révéla ce qu'ils redoutaient tous. Une ouverture dans le sol, dissimulée par des branches et de la végétation. Un ancien puits, probablement creusé par des bergers des décennies plus tôt et depuis longtemps oublié. « Sergent Moreau, éclairez-moi ça » demanda Dubois en dirigeant le faisceau vers le fond du trou. À près de 4 mètres de profondeur, 2 petites formes brunes se blottissaient l'une contre l'autre. Des oursons, probablement âgés de quelques mois, tremblants de froid et de peur. Leurs petits cris déchirants résonnaient contre les parois de pierre. « Bordel !» jura le caporal Martinez, l'homme le plus pragmatique de l'équipe. « Comment ils ont pu tomber là-dedans ?» L'ours, qui s'était rapproché autant que sa méfiance le lui permettait, poussa un grognement sourd en regardant vers le puits. Son langage corporel avait complètement changé. Elle n'était plus en position d'alerte, mais semblait presque suppliante. « Elle les a probablement perdus de vue pendant qu'ils exploraient, » expliqua Moreau, observant attentivement le comportement de l'animal. « Les oursons sont curieux à cet âge. Ils ont dû s'aventurer trop près du bord et... » Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. La suite était évidente. Dubois sentit le poids de la responsabilité s'abattre sur ses épaules. Ces montagnes étaient sous sa juridiction, et même si ce n'était pas techniquement une mission militaire, il ne pouvait pas rester les bras croisés face à cette détresse. « Quelle est la profondeur exacte ?» demanda-t-il en dirigeant à nouveau la lampe vers le fond. Lefebvre sortit un mètre laser de son sac. « 3,80 m, lieutenant. Les parois sont lisses, aucune prise naturelle. » « Et la largeur ?» 1,20 m de diamètre, trop étroit pour descendre normalement, mais assez large pour une opération de sauvetage. Dubois réfléchit rapidement. L'ours les observait toujours, ses petits yeux noirs passant alternativement des soldats au puits. Elle semblait comprendre que ces hommes représentaient le seul espoir pour ses petits. « Lieutenant » intervint Martinez d'une voix prudente. « Nous n'avons pas l'équipement nécessaire pour ce genre d'intervention. Il faudrait prévenir les services de secours spécialisés. »« Combien de temps pour qu'ils arrivent jusqu'ici » répliqua Dubois. Martinez consulta sa montre et évalua mentalement la distance. « Au minimum 3 heures, en comptant le temps de mobilisation et le transport du matériel. » Les cris des oursons semblaient s'affaiblir et Dubois remarqua qu'ils bougeaient moins. Le froid de la nuit et le choc de la chute commençaient à faire leurs effets. « Ils n'ont pas 3 heures, » dit-il simplement. L'ours, comme si elle avait suivi leur conversation, s'approcha encore d'un pas. Pour la première fois, Dubois put vraiment observer cet animal magnifique. Elle devait peser dans les 150 kilos. Sa fourrure brune tirant sur le roux brillait dans la lumière matinale. Ses yeux exprimaient une intelligence troublante et, surtout, une confiance inexplicable envers ces humains. « Sergent, qu'avons-nous comme matériel ?» demanda-t-il finalement. Moreau inventoria rapidement leur équipement. Cordes d'escalade, harnais, mousquetons, quelques sangles, du matériel standard de montagne.
Suffisant pour improviser un système de descente? Possible, mais risqué. Le plus léger d'entre nous, c'est Lefebvre, mais même lui... Je peux le faire, lieutenant, interrompit immédiatement le jeune caporal. Je ne pèse que 68 kilos et j'ai l'expérience de la spéléologie. Dubois observa son plus jeune soldat. Malgré son âge, Lefebvre avait prouvé sa valeur lors de plusieurs missions délicates. Et surtout, il avait cette détermination tranquille des gens qui savent ce qu'ils doivent faire. « Et elle ?» demanda Martinez en désignant l'ours. « Comment on gère sa réaction quand on va s'occuper de ses petits ?» C'était la question cruciale. Un ours protégeant ses oursons était l'un des animaux les plus dangereux au monde. Mais cet ours avait déjà brisé tous les codes naturels en cherchant leur aide. « On va voir, » répondit Dubois en commençant à sortir les cordes de son sac. « Mais quelque chose me dit qu'elle comprend qu'on est là pour aider. » L'ours, toujours immobile, les regardait préparer leur équipement. De temps en temps, elle poussait un grognement doux vers le puits, comme pour rassurer ses petits. Et dans ses yeux, Dubois crut voir quelque chose qu'il n'avait jamais pensé possible chez un animal sauvage, de l'espoir. L'air se réchauffait légèrement maintenant que le soleil avait chassé la brume matinale, mais au fond du puits, les oursons continuaient de trembler. Dubois coordonnait les préparatifs avec la précision d'un chef d'orchestre. Chaque geste calculé, chaque décision pesée. « Lefebvre, vous êtes sûr de vouloir descendre ?» demanda-t-il une dernière fois, tout en vérifiant les nœuds de l'ancrage principal. Le jeune caporal ajustait son harnais avec des gestes sûrs. « Absolument, lieutenant. J'ai exploré des gouffres bien plus profonds que celui-ci. Et puis... » Il jeta un coup d'œil vers l'ours qui les observait toujours. « Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si on ne tentait rien. » Moreau testait la solidité de l'ancrage qu'ils avaient établi autour d'un gros rocher stable. « Le système est sûr, » annonça-t-il. « Double ancrage, corde dynamique, descendeur avec bloqueur de sécurité. Si quelque chose se passe mal, on peut le remonter rapidement. » Martinez préparait le matériel de secours. Couverture de survie, thermos de thé chaud qu'ils avaient préparé sur leur réchaud de campagne et une petite cage de transport improvisée avec des sangles et une bâche. « Comment pensez-vous qu'elle va réagir ?» demanda-t-il en désignant l'ours. Dubois s'arrêta dans ses vérifications et observa l'animal. Depuis qu'ils avaient commencé les préparatifs, son comportement avait encore évolué. Elle s'était assise à une distance respectueuse, mais ses yeux ne quittaient pas leur mouvement. Parfois, elle penchait la tête vers le puits pour écouter ses petits, puis revenait les observer. « Je pense qu'elle comprend, » dit-il finalement. « Mon père chassait dans ces montagnes quand j'étais gamin. Et il disait toujours que les ours étaient les animaux les plus intelligents de nos forêts, après l'homme. Elle sait qu'on essaie d'aider. » Lefebvre termina de s'équiper et s'approcha du bord du puits. Les cris des oursons s'intensifièrent immédiatement, comme s'ils avaient senti une présence au-dessus d'eux. « Ils ont l'air d'aller bien physiquement ?» observa-t-il après avoir éclairé le fond. Ils bougent, réagissent, mais ils sont terrorisés et probablement en hypothermie légère. L'ours se leva soudain et fit quelques pas vers eux. Tous se tendirent, mais elle s'arrêta à 3 mètres et s'assit à nouveau, poussant un grognement doux et grave qui résonna étrangement dans l'air matinal. « On dirait qu'elle nous donne sa permission, » murmura Moreau, ému malgré lui par la scène. « Ou qu'elle nous fait confiance, » ajouta Martinez, oubliant momentanément son pragmatisme habituel. Dubois vérifia une dernière fois l'équipement de Lefebvre.
Vous descendez lentement, vous évaluez l'état des oursons et surtout, vous ne prenez aucun risque inutile. S'ils sont agressifs ou blessés, vous remontez immédiatement. Compris, lieutenant? Et vous gardez le contact radio en permanence. Au moindre problème, on vous remonte. Lefebvre hocha la tête et s'installa au bord du puits. L'ours poussa alors un grognement plus fort, mais pas menaçant, plutôt comme un encouragement ou un remerciement anticipé. « Elle lui parle !» réalisa Moreau fasciné. « Elle lui explique qu'il va aider ses petits. » Le jeune caporal commença sa descente, contrôlant sa progression avec une expertise qui témoignait de ses années d'expérience en spéléologie. La corde filait régulièrement entre les mains de Moreau qui assurait la descente. « Ça va, Lefebvre ?» demanda Dubois dans le radio. « Parfaitement, lieutenant. J'arrive au niveau des petits. Ils reculent contre la paroi, mais ils ne semblent pas paniquer. Plutôt curieux, en fait. » En surface, l'ours s'était relevé et s'approchait doucement du puits, tendant le cou pour essayer de voir ce qui se passait en bas. Son attitude exprimait une anxiété palpable, mais aussi une confiance touchante. « Ils sont en meilleur état que prévu », continua la voix de Lefebvre dans la radio. « Un peu faible, mais alerte. Le plus gros, probablement le mâle, me renifle la main. L'autre reste en retrait mais ne montre aucun signe d'agressivité. » Dubois sentit un poids s'enlever de sa poitrine. « Vous pensez pouvoir les remonter ? Je vais commencer par le plus petit. Il a l'air plus docile. Je l'enveloppe dans la couverture de survie et je le place dans la cage improvisée. » L'ours, entendant les manipulations en bas, poussa plusieurs grognements courts, comme si elle encourageait ses petits à coopérer. Son comportement était si humain que les 3 soldats en surface en restaient bouche bée. « Incroyable !» murmura Martinez. « On dirait qu'elle leur explique ce qui se passe. »« Premier ourson sécurisé, » annonça Lefebvre. « Je remonte avec lui. Préparez-vous à recevoir un petit passager très spécial. » Moreau commença à remonter la corde, aidé par Martinez. L'ours fit le tour du puits, ses grognements se transformant en sons plus aigus, presque joyeux. Quelques minutes plus tard, Lefebvre émergeait du puits, tenant précieusement la petite cage improvisée, où un ourson d'environ 3 mois les regardait de ses petits yeux noirs, brillants de peur et de curiosité. L'ours poussa alors un cri qui déchira l'air matinal, un son de joie pure et de soulagement maternel que tous les hommes présents n'oublieraient jamais de leur vie. L'air se réchauffait légèrement maintenant que le soleil avait chassé la brume matinale, mais au fond du puits, les oursons continuaient de trembler. Dubois coordonnait les préparatifs avec la précision d'un chef d'orchestre. Chaque geste calculé, chaque décision pesée. « Lefebvre, vous êtes sûr de vouloir descendre ?» demanda-t-il une dernière fois, tout en vérifiant les nœuds de l'ancrage principal. Le jeune caporal ajustait son harnais avec des gestes sûrs. « Absolument, lieutenant. J'ai exploré des gouffres bien plus profonds que celui-ci. » Et puis, il jeta un coup d'œil vers l'ours qui les observait toujours. « Je ne pourrais pas vivre avec moi-même si on ne tentait rien. » Moreau testait la solidité de l'ancrage qu'ils avaient établi autour d'un gros rocher stable. « Le système est sûr, » annonça-t-il. « Double ancrage, corde dynamique, descendeur avec bloqueur de sécurité. Si quelque chose se passe mal, on peut le remonter rapidement. » Martinez préparait le matériel de secours. Couverture de survie, thermos de thé chaud qu'ils avaient préparé sur leur réchaud de campagne et une petite cage de transport improvisée avec des sangles et une bâche. « Comment pensez-vous qu'elle va réagir ?»
demanda-t-il en désignant l'ours. Dubois s'arrêta dans ses vérifications et observa l'animal. Depuis qu'ils avaient commencé les préparatifs, son comportement avait encore évolué. Elle s'était assise à une distance respectueuse, mais ses yeux ne quittaient pas leurs mouvements. Parfois, elle penchait la tête vers le puits pour écouter ses petits, puis revenait les observer. « Je pense qu'elle comprend, » dit-il finalement. « Mon père chassait dans ces montagnes quand j'étais gamin. Et il disait toujours que les ours étaient les animaux les plus intelligents de la forêt, après l'homme. Elle sait qu'on essaie d'aider. » Lefèvre termina de s'équiper et s'approcha du bord du puits. Les cris des oursons s'intensifièrent immédiatement, comme s'ils avaient senti une présence au-dessus d'eux. « Ils ont l'air d'aller bien physiquement ?» observa-t-il après avoir éclairé le fond. « Ils bougent, réagissent, mais ils sont terrorisés et probablement en hypothermie légère. » L'ours se leva soudain et fit quelques pas vers eux. Tous se tendirent, mais elle s'arrêta à 3 mètres et s'assit à nouveau, poussant un grognement doux et grave qui résonna étrangement dans l'air matinal. « On dirait qu'elle nous donne sa permission », murmura Moreau, ému malgré lui par la scène. « Ou qu'elle nous fait confiance », ajouta Martinez, oubliant momentanément son pragmatisme habituel. Dubois vérifia une dernière fois l'équipement de Lefèvre. « Vous descendez lentement, vous évaluez l'état des oursons et surtout, vous ne prenez aucun risque inutile. S'ils sont agressifs ou blessés, vous remontez immédiatement. Compris, lieutenant? Et vous gardez le contact radio en permanence. Au moindre problème, on vous remonte. » Lefèvre hocha la tête et s'installa au bord du puits. L'ours poussa alors un grognement plus fort, mais pas menaçant, plutôt comme un encouragement ou un remerciement anticipé. « Elle lui parle !» réalisa Moreau fasciné. « Elle lui explique qu'il va aider ses petits. » Le jeune caporal commença sa descente, contrôlant sa progression avec une expertise qui témoignait de ses années d'expérience en spéléologie. La corde filait régulièrement entre les mains de Moreau qui assurait la descente. « Ça va, Lefèvre ?» demanda Dubois dans le radio. « Parfaitement, lieutenant. J'arrive au niveau des petits. Ils reculent contre la paroi, mais ils ne semblent pas paniquer. Plutôt curieux, en fait. » En surface, l'ours s'était relevé et s'approchait doucement du puits, tendant le cou pour essayer de voir ce qui se passait en bas. Son attitude exprimait une anxiété palpable, mais aussi une confiance touchante. « Ils sont en meilleur état que prévu », continua la voix de Lefèvre dans la radio. « Un peu faible, mais alerte. Le plus gros, probablement le mâle, me renifle la main. L'autre reste en retrait mais ne montre aucun signe d'agressivité. » Dubois sentit un poids s'enlever de sa poitrine. « Vous pensez pouvoir les remonter ? Je vais commencer par le plus petit. » Il a l'air plus docile. Je l'enveloppe dans la couverture de survie et je le place dans la cage improvisée. L'ours, entendant les manipulations en bas, poussa plusieurs grognements courts, comme si elle encourageait ses petits à coopérer. Son comportement était si humain que les 3 soldats en surface en restaient bouche bée. « Incroyable !» murmura Martinez. « On dirait qu'elle leur explique ce qui se passe. »« Premier ourson sécurisé, » annonça Lefèvre. « Je remonte avec lui. Préparez-vous à recevoir un petit passager très spécial. » Moreau commença à remonter la corde, aidé par Martinez. L'ours fit le tour du puits, ses grognements se transformant en sons plus aigus, presque joyeux. Quelques minutes plus tard, Lefèvre émergeait du puits, tenant précieusement la petite cage improvisée, où un ourson d'environ 3 mois
les regardait de ses petits yeux noirs, brillants de peur et de curiosité. L'ours poussa alors un cri qui déchira l'air matinal, un son de joie pure et de soulagement maternel que tous les hommes présents n'oublieraient jamais de leur vie. Le moment était venu d'ouvrir les cages. Dubois sentait son cœur battre plus fort, tandis qu'il s'approchait de la première cage improvisée. L'ours, assise à une dizaine de mètres, l'observait avec une attention soutenue, ses yeux passant alternativement de lui à ses petits. « Doucement, lieutenant », murmura Moreau. « Même si elle nous fait confiance, ses instincts maternels peuvent reprendre le dessus. » Dubois hocha la tête et commença à dénouer les sangles qui fermaient la première cage. Le plus petit des oursons, celui qui avait été remonté en premier, sortit immédiatement sa tête et renifla l'air avec curiosité. Il n'avait plus peur maintenant. La présence de sa mère si proche le rassurait. L'ours poussa un grognement doux et encourageant. L'ourson tourna sa petite tête vers elle et poussa un cri aigu de joie pure. « Allez-y, petit », murmura Dubois en ouvrant complètement la cage. L'ourson sortit précipitamment et se dirigea en courant maladroitement vers sa mère, trébuchant sur ses pattes encore mal assurées. L'ours l'accueillit avec des grognements de bonheur, le reniflant de partout pour s'assurer qu'il n'était pas blessé, le léchant pour le nettoyer et le rassurer. « Regardez ça !» souffla Lefebvre, ému. « C'est exactement comme quand ma sœur retrouve ses enfants après une journée d'absence. » Martinez s'occupait déjà de la seconde cage. Le deuxième ourson, plus gros et plus indépendant, attendait avec une impatience évidente. Dès que la cage fut ouverte, il en sortit avec détermination et rejoignit sa famille en quelques bonds puissants. L'ours était maintenant entouré de ses deux petits qui la réclamaient bruyamment, cherchant sa chaleur et sa protection. Elle les léchait tour à tour, émettant des sons graves et apaisants, reconstituant les liens familiaux mis à rude épreuve par cette aventure. « Je crois qu'on peut dire que la mission est réussie », dit Dubois avec un sourire qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Mais l'ours n'en avait pas terminé avec eux. Une fois ses petits rassurés et réchauffés, elle leva à nouveau la tête vers les 4 soldats. Cette fois, son regard était différent, plus confiant, presque familier. Elle se leva lentement, laissant ses oursons blottis l'un contre l'autre, et s'approcha des hommes. Dubois fit signe à ses soldats de ne pas bouger, même si tous sentaient leur adrénaline monter. À 3 mètres d'eux, l'ours s'arrêta. Elle les regarda longuement, chacun d'entre eux, comme si elle gravait leur visage dans sa mémoire. Puis, elle inclina légèrement la tête, un geste si humain que Martinez en eut le souffle coupé. « Elle nous salue », réalisa Moreau. « Elle nous dit au revoir. » L'ours retourna vers ses petits, les encouragea à se lever d'une poussée douce du museau et commença à s'éloigner vers la ligne d'arbres. Les oursons la suivirent, mais le plus petit s'arrêta à mi-chemin et se retourna vers les soldats. Il resta là quelques secondes, sa petite silhouette sombre se détachant sur le paysage montagnard, puis poussa un petit cri aigu comme un au revoir, avant de courir rejoindre sa famille. « Adieu, petit bonhomme », murmura Lefebvre, la gorge serrée. Les 3 ours disparurent bientôt dans la forêt de pins, leurs silhouettes se fondant dans les ombres et la végétation. Le silence retomba sur la montagne, mais il était différent du silence initial, plus plein, plus riche, chargé de l'émotion de ce qui venait de se passer. « Putain !» lâcha finalement Martinez, brisant le recueillement général. « Excusez-moi, lieutenant, mais putain !» Dubois éclata de rire, rapidement imité par ses hommes.
La tension accumulée pendant toute l'opération se libérait d'un coup, remplacée par une joie profonde et une fierté qu'aucun d'eux n'avait jamais ressentie après une mission. « Personne ne va nous croire », dit Moreau en rassemblant le matériel. Une ours qui demande de l'aide à des soldats pour sauver ses petits, c'est du jamais vu. « On a les photos », rappela Lefebvre en montrant son appareil photo numérique. « Et puis, on est 4 témoins, 4 soldats français qui ont vécu quelque chose d'unique. » Dubois regardait encore l'endroit où la famille d'ours avait disparu. « Vous savez quoi ? Tant mieux si personne ne nous croit. Cette histoire nous appartient. À nous et à cette famille qu'on a aidée. » Ils rangèrent leur matériel en silence, chacun perdu dans ses pensées. Le soleil était maintenant haut dans le ciel, et la journée s'annonçait belle et chaude. Mais aucun d'eux n'oublierait jamais ce matin d'octobre, où une mère ours leur avait fait confiance pour sauver ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Alors qu'ils s'apprêtaient à repartir vers leur base, un grognement lointain résonna depuis la forêt. Ils se retournèrent tous, mais ne virent rien. Pourtant, ils surent tous que c'était elle, un dernier merci porté par le vent des Pyrénées. Le chemin du retour vers la base militaire de Lourdes s'effectua dans un silence contemplatif. Les 4 soldats marchaient en file indienne sur le sentier de montagne, chacun replongé dans les événements extraordinaires de la matinée. Le matériel résonnait doucement dans leurs sacs, rythmant leurs pas sur le sol rocailleux des Pyrénées. « Lieutenant » finit par dire Lefebvre en rattrapant Dubois. « Comment on va expliquer ça au commandant Bertrand ?» Dubois sourit en pensant à son supérieur, un homme pragmatique de 55 ans qui avait consacré sa vie à l'armée française. Le commandant Bertrand était respecté de tous, mais il n'était pas réputé pour son romantisme envers la nature sauvage. « On dira la vérité », répondit-il simplement. « On était en patrouille de reconnaissance. On a été témoin d'une situation de détresse animale et on a improvisé une opération de sauvetage. Point final. Vous croyez qu'il va gober l'histoire de l'ours qui nous demande de l'aide ? Insista Martinez, sceptique. Moreau ajusta son sac et intervint. De toute façon, on a les photos de Lefebvre et nos témoignages concordants. Et puis, le commandant nous connaît. Il sait qu'on n'invente pas ce genre d'histoire. Ils atteignirent le parking, où les attendait leur véhicule militaire vers midi. Le soleil avait chassé les derniers nuages, transformant le paysage pyrénéen en une carte postale parfaite. Mais aucun d'eux ne regardait vraiment le paysage. Leur pensée était encore avec cette famille d'ours qu'ils avaient sauvée. La base militaire de Lourdes les accueillit avec son habituelle effervescence contrôlée. Soldats en formation, véhicules en mouvement, ordres criés avec précision. Mais pour les 4 hommes qui descendèrent de leur véhicule, cette routine militaire semblait soudain étrangement artificielle, après leur communion avec la nature sauvage. « Dubois !» appela une voix autoritaire depuis le bureau de commandement. Le commandant Bertrand les attendait, debout derrière son bureau métallique, les mains croisées dans le dos. Grand, les cheveux grisonnants parfaitement coiffés, l'uniforme impeccable, il incarnait l'officier français traditionnel. « Mon commandant !» répondit Dubois en se mettant au garde-à-vous imité par ses hommes. « Repos. Votre patrouille était prévue pour 3 heures. Vous rentrez avec 2 heures de retard et sans avoir donné de nouvelles. » Explication. Dubois échangea un regard rapide avec ses soldats. Le moment de vérité était arrivé. « Mon commandant, nous avons effectué une opération de sauvetage improvisée dans le secteur des Crêtes Nord. » Bertrand fronça les sourcils. « Sauvetage ? Vous n'avez signalé aucune présence civile dans la zone. » « Il ne s'agissait pas de civils, mon commandant.
nous avons secouru 2 oursons tombés dans un ancien puits. Le silence qui suivit fut si profond qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Bertrand regarda tour à tour les 4 soldats, cherchant un signe que cette histoire était une plaisanterie. « Des oursons », répéta-t-il lentement. « Oui, mon commandant. Guidés par leur mère qui nous a demandé de l'aide. » Cette fois, Bertrand s'assit lourdement dans son fauteuil. « Lieutenant Dubois, vous me dites qu'une ours vous a demandé de l'aide ? » ?»« En quelque sorte, mon commandant. Elle nous a menés jusqu'à l'endroit où ses petits étaient coincés et a attendu patiemment qu'on les sorte de là. » Bertrand se massa les tempes. En 30 ans de carrière, il avait entendu bien des histoires, mais celle-ci dépassait tout. « Vous avez des preuves de cette intervention ?» Lefebvre s'avança et tendit son appareil photo numérique. « Oui, mon commandant. Photos de l'opération et des animaux. » Bertrand examina les images dans silence. On y voyait clairement l'ours observant calmement les soldats, les oursons dans leur cage improvisée, Lefebvre descendant dans le puits. Les photos ne mentaient pas. « Bon sang !» murmura-t-il finalement. « Cette histoire est vraie. »« Entièrement vraie, mon commandant, » confirma Moreau. « Nous étions tous les 4 témoins. » Et fit quelques pas dans le bureau. Il avait commandé ces hommes pendant des années, connaissait leur sérieux, leur professionnalisme. Si Dubois disait avoir vécu cette expérience, c'est qu'elle avait réellement eu lieu. « Très bien, » dit-il finalement. « Voici ce qui va se passer. Vous allez rédiger un rapport détaillé de cette opération, tous les 4, séparément, pour s'assurer de la cohérence. Je transmettrai ensuite aux autorités compétentes, les services forestiers et les biologistes de la région. » Il s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur la cour d'exercice. Et officieusement, « Bon travail. Vous avez fait honneur à l'uniforme français. » Dubois sentit une fierté immense l'envahir. « Merci, mon commandant. Mais la prochaine fois, » ajouta Bertrand avec un petit sourire, « prévenez-moi avant de vous improviser vétérinaire. J'aurais aimé voir ça. » Les 4 soldats se regardèrent et éclatèrent de rire. Leur commandant venait de valider officiellement l'aventure la plus extraordinaire de leur carrière militaire. En sortant du bureau, Martinez murmura « Je crois qu'on vient de vivre le plus beau jour de notre service. » Dubois approuva silencieusement. Ils avaient sauvé une famille, gagné la confiance d'un animal sauvage et prouvé que parfois, l'humanité pouvait transcender toutes les barrières. 3 mois plus tard, l'histoire des 4 soldats français et de la famille d'ours était devenue légendaire dans toute la région des Pyrénées. Le rapport officiel, transmis aux services forestiers et aux biologistes locaux, avait créé une véritable sensation dans la communauté scientifique française. Le docteur Marie Rousseau, éthologue spécialisé dans le comportement des ours bruns, était venu spécialement de Toulouse pour interroger les soldats. Dans son bureau temporaire à la base de Lourdes, elle relisait pour la 10e fois les témoignages concordants des 4 hommes. « Lieutenant Dubois, » dit-elle en levant les yeux de ses notes, « votre récit correspond exactement aux théories les plus avancées sur l'intelligence sociale des ours. Ce que vous décrivez, cet ours évaluant que vous représentiez une solution à son problème, c'est de la résolution de problèmes de haut niveau. » Dubois, assis face à elle, gardait un souvenir précis de chaque moment de cette matinée d'octobre. « Docteur, je ne suis pas scientifique, mais ce que j'ai vu ce jour-là... » Cet ours réfléchissait. Elle avait un plan, et nous en faisions partie. Et son comportement après le sauvetage? Ce que vous décrivez comme un remerciement? Je n'ai pas d'autres mots pour décrire cette attitude.
Elle nous a regardés chacun dans les yeux, a incliné la tête et nous a dit au revoir. Appelez ça comme vous voulez, mais pour nous, c'était un remerciement. Docteur Rousseau rangea ses notes avec satisfaction. Lieutenant, votre témoignage et celui de vos hommes vont contribuer à faire évoluer notre compréhension du comportement animal. Cette histoire va marquer l'éthologie française. Pendant ce temps, dans les Pyrénées, la famille d'ours continuait sa vie. Les services forestiers avaient installé des caméras de surveillance discrètes dans la zone et régulièrement, ils captaient des images de la mère et de ses 2 oursons, maintenant âgés de 6 mois et parfaitement développés. Jean-Claude Mercier, garde forestier chevronné, montrait les dernières images au lieutenant Dubois lors d'une de ses visites régulières dans la région. « Regardez-les » dit-il avec fierté. « Ils sont magnifiques. Les petits ont grandi, ils sont forts, curieux. Votre intervention leur a probablement sauvé la vie. » Sur l'écran, on voyait les 2 oursons jouer près d'un ruisseau, tandis que leur mère veillait, attentive. Ils avaient maintenant la taille de gros chiens et montraient une vitalité remarquable. « Et elle ?» demanda Dubois en désignant l'ours sur l'écran. Toujours dans le secteur. Elle semble avoir établi son territoire autour de l'endroit où vous l'avez rencontrée. Comme si elle gardait un lien avec cet endroit. Mercier fit défiler les images jusqu'à s'arrêter sur une photo particulière. Tenez, regardez celle-ci. Elle avait été prise il y a 2 semaines. L'image montrait l'ours debout près de l'ancien puits, maintenant sécurisé par les services forestiers. Elle semblait contempler l'endroit, immobile, comme perdue dans ses souvenirs. « On dirait qu'elle se souvient », murmura Dubois, ému. « Les ours ont une excellente mémoire, lieutenant. Elle n'a sûrement pas oublié ce qui s'est passé ici. » L'histoire avait également eu des répercussions inattendues. La mairie de Lourdes avait décidé de créer un sentier de randonnée baptisé le Sentier de l'Entraide, menant jusqu'à l'endroit du sauvetage. Un panneau explicatif racontait l'histoire, devenu symbole de la coexistence possible entre l'homme et la nature sauvage. Les 4 soldats étaient devenus des célébrités locales. Lefebvre avait été contacté par plusieurs magazines de montagne pour raconter son expérience de spéléologie d'urgence. Martinez recevait régulièrement des invitations pour témoigner dans les écoles de la région. Moreau était devenu l'expert officieux des relations homme-animal au sein de l'armée française. Mais c'est Dubois qui avait été le plus marqué par cette expérience. 6 mois après les événements, il avait demandé sa mutation vers les services de protection de l'environnement de l'armée, désirant consacrer sa carrière à la préservation de la nature sauvage. « Cet ours m'a appris quelque chose d'essentiel », expliquait-il à sa femme, Claire, un soir d'automne. « Elle m'a montré que la confiance peut exister entre des espèces différentes, que l'intelligence et l'émotion ne sont pas le privilège des humains. » Claire, qui connaissait son mari depuis 15 ans, voyait bien que cette expérience l'avait transformé. Il était devenu plus attentif à la nature, plus respectueux des animaux, plus conscient de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. 1 an après le sauvetage, les 4 soldats se retrouvèrent sur le lieu de leur exploit, désormais marqué par le fameux panneau explicatif. C'était devenu leur rendez-vous annuel, une façon de commémorer ce moment unique de leur existence. « Vous croyez qu'elle est toujours dans le coin ?» demanda Martinez en scrutant la forêt environnante. « J'en suis sûr, » répondit Dubois. « Mercier m'a dit qu'elle avait été vue la semaine dernière avec ses oursons. Ils sont presque adultes maintenant. » Lefebvre, maintenant sergent, ajusta ses jumelles. « Vous savez quoi ?
Même si on ne la revoit jamais, cette histoire restera la plus belle de ma vie. Le jour où j'ai compris que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents sur cette planète. Moreau approuva silencieusement. Et le jour où j'ai appris que parfois, aider quelqu'un, même quelqu'un de très différent, peut créer des liens que rien ne peut briser. Comme en réponse à leurs pensées, un grognement lointain résonna depuis la forêt de pins. Les 4 hommes se figèrent, tendant l'oreille. Le son se répéta, grave et familier. « C'est elle !» souffla Dubois. Ils ne la virent pas, mais ils surent tous qu'elle était là, quelque part dans les arbres, avec ses oursons devenus grands. Peut-être les observait-elle comme ce matin d'octobre, où tout avait commencé. Peut-être se souvenait-elle, elle aussi, de ces 4 humains qui avaient répondu à son appel à l'aide. Le vent se leva, portant l'odeur de la résine et des feuilles mortes, mêlées à quelque chose de plus sauvage. Les 4 soldats restèrent là un long moment, silencieux, liés à jamais par cette expérience extraordinaire qui avait prouvé que l'empathie et la compassion pouvaient transcender toutes les barrières entre les espèces. Quand ils redescendirent vers la vallée, chacun savait qu'il reviendrait l'année suivante et toutes les années suivantes, tant qu'il le pourrait. Car certaines histoires ne s'oublient jamais, et certains liens, une fois créés, durent toute une vie. Dans la forêt des Pyrénées, une famille d'ours continuait sa vie paisible, portant en elle le souvenir de ces humains différents qui, un jour d'automne, avaient prouvé que la bonté existait encore dans le monde. Fin 1.